Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 1er juillet 2022 et comme promis, je suis en direct et en plateau avec monsieur Gérard Rampeau. Bonjour Gérard. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes conférencier et auteur de la comédie de la notation aux éditions EMS que vous pouvez voir ici. Et aujourd'hui, on va parler dette russe et défaut russe avec vous Gérard parce que potentiellement la Russie devait rembourser 2 eurobonds le 27 mai dernier pour un montant de 100 millions d'euros, ce qu'elle n'a pas fait, mais légalement elle avait 30 jours pour le faire. Ça nous amène à aujourd'hui. Résultat des courses, Moody's nous dit la Russie est en défaut de paiement, mais évidemment les autorités russes au travers de leur ministre de l'économie nous disent on est bloqué, les sanctions occidentales nous empêchent de régler nos obligations, du coup nous ne sommes effectivement pas en défaut de paiement. Qui on croit là-dedans? Le problème c'est que tout le monde a raison. C'est-à-dire que Moody's, bien entendu, a produit un communiqué où de manière un peu alambiquée, ils expliquent qu'ils ont constaté que les détenteurs de 2 euros obligations qui devaient recevoir donc, ces fameux coupons pour environ 100 millions de dollars, c'est-à-dire l'épaisseur du trait, n'ont rien reçu parce que les fonds sont bloqués dans la chambre de compensation en Russie. Bien entendu, la Russie a les moyens de payer les intérêts de sa dette. Mais l'embargo général qui a été décrété par les autorités américaines a bloqué l'ensemble du système. Je rappellerai ici que pour n'avoir pas respecté un embargo décrété par les États-Unis sur un certain nombre de pays, une banque française, BNP Paribas, en 2014, a dû payer la modeste somme de 8,9 milliards de dollars d'amende. Donc lorsqu'un embargo est décrété par les autorités financières ou monétaires américaines, en général, cet embargo est respecté. Donc à ce jour, la Russie ne pourra pas faire parvenir le paiement de ses intérêts ou le remboursement du capital à travers les systèmes classiques de règlement-livraison parce que ceux-ci n'acceptent plus depuis la fin mai de distribuer quoi que ce soit en provenance de Russie. Donc en fait, la Russie fait défaut, mais ce n'est pas de sa faute. On va rappeler ici que le droit international est une arme de guerre économique et que d'une certaine manière, les États-Unis illustrent à nouveau ce principe en l'appliquant dans la guerre économique qu'ils mènent contre la Russie actuellement. Mais donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'effectivement, vous avez raison, la dette extérieure russe, c'est 40 milliards et les réserves de devises, c'est 640 milliards. Donc du coup, pas besoin d'être un génie pour savoir qu'il n'y a aucun problème de solvabilité du côté russe. Ceci étant, qu'est-ce qui va se passer pour la Russie? Elle va accumuler des pénalités en réalité? Parce qu'au-delà de la confiance, mais la confiance des investisseurs, elle l'a perdue de toute façon depuis l'invasion de l'Ukraine. Du coup, à part la confiance des investisseurs, quelles sont les conséquences? On va d'abord considérer les choses du côté des détenteurs de dettes russes. Ils sont multiples et variés, il y en a un certain nombre aux États-Unis, et on sait d'ores et déjà que si 25% d'entre eux, détenteurs des 2 obligations dont nous venons de parler, se portent, en tout cas déclarent qu'ils n'ont pas été payés de leur intérêt, il y a automatiquement un défaut. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quasi-totalité des investisseurs ne voudront plus acheter de dette russe, que ce soit une dette publique ou une dette privée, parce qu'il n'y a pas que la dette publique, il y a aussi la dette privée, celle des entreprises russes. Et une partie d'entre elles sont plutôt passablement endettées. Donc, en tout état de cause, ça va bloquer un certain nombre de situations et ça va générer une sorte de désorganisation pour une partie de l'économie russe. Ouais, donc on comprend bien que c'est une arme atomique économique en réalité quasiment. Oui, en tous les cas. Parce qu'il n'y a pas de solution Vous dites qu'il faut parce que j'imagine que ces 25% dont vous parlez de détenteurs de dettes russes qui doivent se constituer partie civile en quelque sorte pour pouvoir obtenir remboursement sont des entreprises américaines. Ce sont des investisseurs du monde entier. Du monde entier, mais et certains recevront comme conseil de leurs avocats de très rapidement se déclarer pour être les premiers à éventuellement être remboursés. Donc je pense que du côté de ceux qui ont été lésés, eh bien ils vont se manifester et comme chaque mois il y a des tombées d'obligations, il y a des coupons à payer qui ne pourront
pas l'être ni les uns ni les autres, eh bien, il y aura de plus en plus d'investisseurs lésés et rapidement, par masse de détenteurs d'obligations, on arrivera au pourcentage de 25% qui déclareront ne pas avoir été payés. J'ai découvert, moi, pendant je dirais la crise grecque, un outil qui s'appelle le CDS. Le Credit Default Swap. Exactement. Est-ce que vous pouvez rapidement nous définir ce que c'est qu'un CDS et nous dire si potentiellement ça peut être activé dans ce cas-là? En fait, c'est une assurance. Dès lors que vous achetez, vous êtes un investisseur sérieux, vous achetez une obligation d'un État qui est notée de manière moyenne. Vous allez prendre la précaution d'acheter ou de souscrire auprès d'une banque une sorte de crédit qu'on appelle crédit en cas de défaut de paiement. Et donc, dès lors que l'émetteur, l'État en question fera défaut, exemple la Grèce que vous avez rappelé, eh bien la valeur des Credit Default Swap va monter. Alors peut-être pas compenser complètement ce que vous aurez perdu, mais en tout cas vous permettre de récupérer une partie des capitaux que vous avez engagés dans cette aventure. Et c'est automatique, c'est-à-dire qu'on souscrit à un CDS automatiquement après avoir souscrit à une obligation souveraine? Non, mais dès lors que les obligations sont risquées, en fait, voilà, que la situation économique se dégrade, que vous présentez des difficultés, vous anticipez une récession par exemple, bien vous avez tout intérêt malgré tout à vous acheter des assurances. Et donc vous avez un comité qui gère justement la situation de ces crédits défaut de swap et qui déclare à un moment donné que on est en défaut. Eh bien il y a un mois de cela, le fameux comité l'a déclaré à propos de la Russie. Est-ce que finalement ça isole encore plus la Russie ou est-ce que ça l'isole ou est-ce que ça la rapproche de la Chine en gros, quoi? Je crois que les investisseurs chinois comme les investisseurs indiens font face à des obligations fiduciaires. Ils doivent donc faire très attention là où ils investissent les capitaux qui leur sont confiés. Et donc en cas de défaut, là vous parliez d'armes nucléaires. L'arme nucléaire d'un pays, d'un émetteur, c'est d'être déclaré en défaut parce que en réalité, plus personne ne voudra lui prêter. Alors, c'est peut-être pas un problème immédiat pour l'État russe, ça peut en être un pour un certain nombre d'entreprises russes qui auront peut-être quelques difficultés à trouver des financements. Dans votre livre, La comédie de la notation, on peut comprendre une partie de ce qu'il y a dedans avec le titre. Est-ce que vous pensez que les grandes agences de notation, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, vont revoir les notations russes ou est-ce que c'est déjà fait? Est-ce qu'elles ont revu déjà les notations de la dette russe ou pas encore? Alors, elles les ont revues rapidement et violemment à la baisse au début des phénomènes de tension. Et puis, les autorités américaines leur ont interdit de noter. Ce sont des agences américaines en fait. Ce sont des agences très largement détenues par les intérêts américains et donc elles sont d'autant plus sensibles à ce que peuvent dire les autorités américaines. Donc aujourd'hui, elles sont réellement dans l'incapacité de noter des entités russes. Il n'en demeure pas moins vrai que ce qui se passe sur les marchés, la valeur des CDS que vous venez de rappeler, les difficultés de cotation d'un certain nombre d'obligations émises par des entités russes, corporate, sociétés non financières ou banques ou même de l'État russe, montrent à quel point le marché ne fonctionne plus. Donc on est dans une situation extrême. On rappellera ici que les pays qui ont été déclarés en défaut, on pense à l'Argentine, on peut penser au Mexique, on peut penser maintenant au Sri Lanka ou au Liban, sont des pays qui, pendant des années, ont des difficultés pour se financer. Mais ce ne sont pas des pays qui ont autant de pétrole et de gaz que la Russie. C'est exact, vous avez raison. C'est une rente pétrolière et gazière qui permet, qui maintient le pays sous perfusion. Reste à savoir ce qui va se passer sur l'avenir du commerce du pétrole et du gaz russe. Je sais qu'on ne peut pas les changer très rapidement. Il n'en demeure pas moins vrai que l'Europe se prépare à s'en priver. Ok, exactement. Merci Gérard pour vos explications, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur et conférencier et auteur et que vous avez notamment écrit La comédie de la notation aux éditions EMS, et un livre qui a tout son intérêt en ce moment. Merci beaucoup Gérard. Antoine. Merci bien. On va marquer une ultime pause et on se retrouve pour la suite de notre live du 1er juillet. A tout de suite sur TV Finance.